Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro d'Ultimate Info. Ultimate Info, c'est le rendez-vous d'actualité d'Ultimate Model. Donc pour rester informé de tout ce qui touche à nos produits, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie de nouvelles vidéos. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça aide énormément à la chaîne à se faire connaître. D'avance, on vous en remercie. Dans ce premier numéro d'Ultimate Info, on va faire un focus sur un problème qu'on évoque souvent, qui est celui de la pénurie des composants et des difficultés qu'elle pose pour les fabricants tels que nous, d'électronique de loisirs, d'électronique grand public. Voilà. On entend souvent parler de difficultés depuis 2-3 ans liées à cette question. Et je pense qu'il était important, pour que vous compreniez bien ce à quoi on fait face, eh bien de vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants. Alors, pour commencer, eh bien d'abord on va illustrer cette pénurie. C'est compliqué depuis 2 ans, 3 ans de produire de l'électronique. Récemment, il y a 2 jours, Renault a annoncé la mise au chômage partiel de ses équipes de l'usine de Douai. Mais ça fait très longtemps que Renault est en difficulté d'approvisionnement sur des cartes électroniques pour la construction de ses voitures. Là, c'est plus général, ce sont des pièces qui n'arrivent plus de Chine. Et tout n'est pas lié au Covid. Alors, on va regarder ce que ça veut dire pour tout un chacun en fait, puisque Renault, ça reste un grand groupe, on imagine les difficultés qu'ils peuvent avoir liées à l'ampleur de leur activité, mais pour Ultimate Models par exemple, ça veut dire quoi? Eh bien, il suffit pour mesurer ce phénomène de se rendre sur des sites web auquel vous avez accès, comme celui que j'ai à l'écran actuellement, qui est Mouser, mais ça pourrait être Farnell, ça pourrait être Radiosphere, ça pourrait être tout un tas de sites. Ce sont les grands sites en ligne de vente de composants électroniques auprès desquels l'essentiel des entreprises s'approvisionnent lorsqu'elles ont besoin de fabriquer quelque chose. Alors on va juste faire une recherche, en fait quelques recherches, de processeurs. Prenons par exemple le processeur qui équipe les Arduino. Les Arduino, ce sont des processeurs qu'on va retrouver dans beaucoup de composants, ou en tout cas leur équivalent. Par exemple, dans des codeurs locomotives, on peut trouver des processeurs. Donc c'est l'Atmega 328, et vous voyez que j'ai tapé Atmega 328 dans le champ de recherche, je clique sur microcontrôleur 8 bits pour affiner ma recherche, et j'ai 27 résultats proposés par Mouser, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme des Atmega 328 fabriqués par Microchip. Et bien maintenant, je vais cocher une petite case ici. Je vais cocher la case en stock. Et on va voir ce que le site m'affiche. Et vous voyez qu'instantanément, le site me dit résultat restant 0. Aucun Atmega 328 n'est en stock. Ok, alors essayons une autre référence. On va prendre l'Atmega 4808. Ce processeur est un grand frère de l'Atmega 328. Il est quasiment compatible directement et typiquement c'est le processeur qui équipe les premières générations de rampes Perfect Coach Lighting. Donc je vais vous montrer plus précisément, voilà, en gros plan. Vous avez ici une rampe, alors je ne sais pas si on la voit bien, voilà, une rampe corail, et le petit pavé qui se trouve ici sous mon doigt, là, voilà, ça, qui fait 5 mm par 5 mm, eh bien c'est un Atmega 4808, donc un peu plus qu'un Arduino. Donc 12 réponses proposées par Mouser, et à nouveau je coche la case en stock, et vous voyez qu'il n'y a plus d'Atmega 4808. Alors, on va prendre un équivalent, du coup, on va aller chercher l'AVR 64. On va prendre, par exemple, voilà, on va prendre toute la gamme AVR 64. Donc à nouveau, le site de Mouser va me proposer des résultats assez variés. Alors là, il est allé un peu trop vite. Donc on va prendre AVR 64. On va pas choisir de modèle. Voilà, pour avoir toute la gamme. Processeur et contrôleur intégrés, 69 résultats, et on affiche les microcontrôleurs 8 bits comme tout à l'heure. J'ai 68 résultats, c'est la gamme des AVR 64 DB et ainsi de suite. Et à nouveau, je coche en stock. Et là, qu'est-ce que je vois? Ah,
il y a des références en stock. Il y en a 24. Alors, on va appliquer les filtres et on va regarder quelles sont ces références en stock. Et on va regarder aussi les quantités. Donc vous voyez que je prends le premier, là, disponible. Eh bien, j'ai 600 processeurs en stock. En Europe, c'est le stock de Mouser. 600 processeurs, c'est rien. Ça n'est même pas une bobine. Vous voyez que la bobine, ici, comporte 1600 pièces. C'est-à-dire que normalement, quand vous achetez une bobine pour faire de la production industrielle, vous achetez 1600 pièces d'un coup. Eh bien, il n'y a même pas une bobine disponible en Europe. Alors, vous me direz, il y a une bobine sur commande. Vous voyez, oui, mais sur commande, dans quel délai on peut obtenir ces références? Eh bien, on n'a même pas l'information là. Alors, je vais regarder si, en allant sur la fiche du produit, on peut le savoir. Parce qu'en général, on a, voilà, long délai signalé sur ce produit, délai usine, 52 semaines. 1 an. Donc, si vous voulez produire un circuit électronique, en ce moment, qui utilise l'une de ces 3 références que je viens de vous montrer, qui sont des références extrêmement courantes qu'on trouve sur tout un tas d'équipements qu'on utilise dans le modélisme ferroviaire, notamment les Arduino. Le 4808 ou le 4809, ce sont les Nano Evry, par exemple. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur le marché, ou il y en a très peu pour les références récentes comme les AVR64. Et si vous en voulez beaucoup, c'est-à-dire si vous voulez produire une grosse quantité de produits pour simplement satisfaire une demande client, eh bien, les délais d'approvisionnement, c'est 1 an. Et si on prend d'autres références, on se rendra compte que pour beaucoup, on a des dates d'indiquer, par exemple chez Maxim, qui fournit d'autres types de composants qu'on utilise, on nous annonce des délais de disponibilité pour des faibles quantités pour septembre ou octobre 2023. Il faut resituer cette situation par rapport à ce qu'elle était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, vous seriez venu sur le même site Mouser, mais encore une fois, ce serait vrai sur n'importe quel site européen de grossistes en composants, vous auriez pris n'importe quelle référence, elle était en stock à plusieurs dizaines de milliers d'unités, et si vous aviez besoin d'une grosse fourniture, vous pouviez être fourni en moins d'1 mois. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est plus possible? Eh bien, parce que le marché de l'électronique, effectivement, fait face à un certain nombre de pénuries. Et ces pénuries, elles prennent leur source dans différents phénomènes qui se sont accumulés depuis 3, 4 ans, 5 ans et qui ont mis la planète sous tension. Alors on va les citer pour que vous ayez une vision superficielle au moins de ce à quoi on doit faire face. La première raison qui nous amène à cette situation, c'est celle-ci. C'est la Chine, qui est aujourd'hui l'usine du monde, puisque l'essentiel des composants électroniques sont fabriqués en Chine. C'est pas une question de savoir si les Chinois inondent le marché avec des composants qui concurrencent les autres. Non. Il n'y a pratiquement aucune usine de fabrication de semi-conducteurs autre part qu'en Asie. Et pour l'essentiel, les usines, qui sont la propriété souvent de marques américaines, européennes, comme ST Microelectronics, comme Intel, comme Renesas, ces usines sont implantées en Chine. Et eh bien, depuis un certain nombre d'années, la Chine fait face à des pannes de courant géantes. Pourquoi? Parce que la Chine produit son énergie électrique essentiellement à partir du charbon. Elle dispose de stocks de charbon énormes, ça c'est pas le problème, mais elle n'arrive pas à produire son électricité à partir de cette ressource suffisamment vite parce qu'elle n'a pas assez de centrales. Et donc elle est soumise aujourd'hui à de l'austérité énergétique pendant qu'elle construit en même temps des centrales nucléaires, pour l'essentiel. Le gouvernement chinois a amplifié son programme nucléaire. Mais en attendant de disposer de ces nouvelles ressources énergétiques, eh bien la Chine rationne son énergie et typiquement, l'électricité est coupée dans les unités de production, généralement 2 jours sur 5 par semaine. Donc on a une capacité de production du pays dans son ensemble
avant toutes les autres considérations plus d'actualité, qui d'ores et déjà a été amputé d'environ 40% avant même qu'on parle du Covid ou d'autres choses. Mais c'est pas tout. Parce que toutes les usines ne sont pas en Chine. Et au moment où la Chine devait faire face à cette problématique, eh bien, d'autres industriels qui, par exemple, sont implantés au Japon, comme Renesas, et ont été victimes d'un incendie. Voilà. Alors, au plus mauvais moment, vous voyez le titre, ça date de mars 2021, hein, donc c'est pas vieux. Suite à un tremblement de terre, eh bien, Renesas a vu l'une de ses usines quasiment détruite, en tout cas totalement neutralisée par l'essentiel, par un incendie. Et Renesas, comme nous l'explique l'article de l'usine nouvelle, eh bien, c'est un des plus gros fournisseurs de l'automobile. Et l'automobile, pour produire, si elle n'a pas ses composants chez Renesas, eh bien, elle va essayer de les trouver ailleurs. Donc, quand vous avez un des plus gros fournisseurs qui se retrouve paralysé, en fait, Renesas a perdu plus de 80% de ses capacités de production lors de cet incendie, eh bien, vous créez un déséquilibre global dans les flux d'approvisionnement, puisque si on ne produit pas à un endroit, on va produire ailleurs. Si on produit ailleurs, on ne produit plus pour d'autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas tout. Une partie des usines sont aussi à Taïwan ou en Corée du Sud, par exemple. Et, eh bien, à Taïwan, on a toujours un phénomène de sécheresse énorme. Or, il se trouve que pour fabriquer des composants électroniques, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est une réalité. Il faut des quantités énormes d'eau pure, d'eau douce, très douce. Pourquoi ? Parce que on prend des disques extrêmement fins de quelques microns d'épaisseur de matériaux semi-conducteurs, hein, de silicium essentiellement, et on va devoir empiler des couches pour former des composants intégrés, ce qu'on appelle les circuits intégrés. Attention à ne pas confondre avec des circuits imprimés, c'est pas la même chose. Eh bien ces couches, à chaque fois qu'on les empile l'une sur l'autre, il va falloir les laver pour éliminer toute impureté, faute de quoi le semi-conducteur ne fonctionnera pas, il sera défectueux à la sortie de l'usine. Donc les salles blanches dans lesquelles on fabrique les composants électroniques, qui sont des salles avec atmosphère épurée, où il n'y a aucune poussière, on y utilise des quantités d'eau douce, épurée, phénoménales, qui proviennent, pour ce qui est de Taïwan, des réserves naturelles que consomment aussi les agriculteurs et la population. Et donc face à cette sécheresse, eh bien, certaines usines ont dû s'arrêter de produire, des usines taïwanaises, et donc comme l'article vous l'indique ici, eh bien, la sécheresse, en plus de plomber les agriculteurs, elle a eu comme conséquence d'aggraver la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Donc on a déjà des problèmes en Chine liés à la pénurie d'énergie et à la pollution, à l'usage du charbon. On a des problèmes chez Renesas liés à un tremblement de terre. On a des problèmes à Taïwan liés à de la sécheresse. Qu'est-ce qui peut nous arriver comme autre catastrophe ? Une invasion de sauterelles dans une des plus grosses usines de processeurs ? Non, pas ça s'est pas produit, mais finalement on a eu autre chose. On a la politique qui s'en est mêlé. Voilà, notre ami cher président Donald Trump, durant son mandat, a joué la carte du protectionnisme. Alors c'est un problème qui concerne essentiellement les Américains et le choix de leurs dirigeants politiques, mais voilà, on a un président qui a fait voter un certain nombre de lois, et son successeur continue, qui verrouille de plus en plus le marché américain par rapport aux imports ou aux exports de différents produits. Alors, l'un de ceux dont vous êtes peut-être conscient, c'est le bois. Ce bois qui avant était issu de différentes sources, notamment du Canada. La présidence Trump a décidé que c'était terminé et qu'il fallait s'approvisionner ailleurs. Et du coup, comme les Américains ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins, ils sont allés chercher le bois ailleurs. Ils sont venus le chercher en Europe. Ce qui a créé des pénuries de bois en Europe, parce que comme les Américains le payent plus cher, puisque l'essentiel de leur industrie du bâtiment est en bois, faut pas l'oublier. Nous, on construit beaucoup en pierre, en parpaing, mais aux États-Unis, l'essentiel de l'habitat est fait en bois, en tout cas pour les maisons. Et donc, le bâtiment est venu s'approvisionner en Europe, et notamment en France, mais pas que.
Ils ont payé plus cher, le bois est parti là-bas, du coup il n'y en a plus pour nos artisans en France, et les prix explosent, et la loi de l'offre et de la demande, voilà, les Américains s'accaparent le marché. Mais dans le même temps, les Américains ont dit, allez, terminé, en termes de composants électroniques et de semi-conducteurs, eh bien on va foutre le sbeul, comme on dit chez les jeunes aujourd'hui, et ça a déséquilibré le marché mondial, parce qu'à nouveau, des flux qui existaient au moment de la prise de décision de ce gouvernement n'ont pas pu perdurer. Donc on s'est retrouvé avec des fabricants qui ont eu besoin de trouver des solutions alternatives pour soit vendre leurs produits, soit s'approvisionner en produits. Et ça a créé des tensions sur un marché qui n'en avait déjà pas besoin. On était déjà dans une situation difficile. Bon, et ça continue. Ça continue puisque ça c'était en 2020, mais si vous regardez là le 4 février 2022, vous voyez que le gouvernement actuel des États-Unis continue son bras de fer avec la Chine en votant un certain nombre de lois qui renforcent la volonté de souveraineté des États-Unis en matière de production de semi-conducteurs. Notez que de toute façon la Chine a annoncé aussi clairement qu'elle ne voulait plus être l'usine du monde, pour reprendre les termes consacrés. Les prix augmentent, le coût de la main-d'œuvre augmente, le modèle économique sur lequel beaucoup de nos industries s'appuyaient, qui était d'aller chercher une main-d'œuvre pas chère en Chine pour maintenir des prix assez agressifs dans nos contrées, eh bien ce modèle est en train de capoter. Et donc tous les pays au monde, ça vaut pour la France, sont confrontés à cette problématique de relocaliser un certain nombre d'activités, et notamment l'activité de fabrication de semi-conducteurs. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'on ne fabrique pas une usine de semi-conducteurs en 6 mois. Il faut à peu près 3 ans, voire 5 ans. Et puis, il y a aussi le fait qu'une fois que vous avez l'usine, il faut aussi les hommes pour y travailler, les salariés, et il faut le savoir-faire. Le savoir-faire de gestion, de pilotage, on l'a, puisque les usines chinoises sont souvent pilotées par des dirigeants, des cadres supérieurs des grandes entreprises européennes ou occidentales. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi de la main-d'œuvre qualifiée et extrêmement qualifiée. Et il y a très longtemps qu'on ne forme plus ce genre de main-d'œuvre dans nos contrées, et en tout cas qu'on ne l'a plus. Donc il va falloir se réapproprier cette capacité à fabriquer, ça va prendre du temps. Donc la pénurie de semi-conducteurs qui amène l'usine de Douai à se mettre en chômage partiel, là depuis quelques jours, nous sommes en fin avril 2022, et bien cette pénurie, elle est réelle, elle est extrêmement forte, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Alors, face à cette situation, que faire ? La première solution, c'est que ça touche beaucoup d'entreprises, c'est de se dire, c'est la règle du jeu, on s'adapte, on change nos cadences, on change notre production. Parce que quand vous avez conçu un circuit électronique, que ça a pris plusieurs années à le mettre au point, à le faire certifier, à lui faire passer des tests de qualité, pour le mettre par exemple dans une automobile, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire je prends tout, je jette à la poubelle et je repars de zéro et je m'adapte. Et puis ça n'a pas de sens puisque les processus d'ingénierie qui permettent de mettre au point ce genre de carte sont lourds, coûtent cher, et comme vous n'avez aucune garantie que parce que vous changez de composant, il y en a un qui est plus disponible, vous en prenez un autre, oui, mais est-ce que cet autre va être disponible dans la durée ? Vous savez que non. Donc finalement, vous allez faire de l'investissement pour, au final, ne pas pouvoir produire longtemps. Et donc vous ne rentabiliserez jamais vos investissements, c'est une question d'argent. Donc vous êtes déficitaire. Si vous êtes déficitaire, vaut mieux ne rien faire. Voilà. Donc c'est le choix que beaucoup d'industriels peuvent faire, c'est de dire, on ralentit la cadence, on licencie, on fait du chômage éventuellement, technique, partiel, avant de se retrouver dos au mur et de devoir licencier, parce que finalement on n'arrive plus à produire. Et on attend que le marché se refluidifie au gré des rééquilibrages de flux, des usines qu'on reconstruit, des sécheresses qui disparaissent, du Covid qui peut-être sera un jour maîtrisé, puisqu'évidemment le Covid est venu aggraver cette situation en augmentant le besoin en composants électroniques pour fabriquer
les ordinateurs portables et les téléphones mobiles 4G et 5G qui ont permis de mettre les gens en télétravail pendant le Covid. Voilà. Et puis évidemment, avec le Covid, on a aussi eu des ralentissements globaux de l'activité de fabrication des matières premières, extraction dans les mines, des minerais, fabrication des composants, expédition, voilà. Donc, vous voyez, tout ça s'enchaîne, s'accumule pour créer cette situation. Et donc, pour beaucoup d'entreprises, il n'y a pas tellement de solutions. Alors, du côté d'Ultimate Models, on a fait un autre choix parce qu'on a été confronté, bien évidemment, très vite à cette situation. On a déjà changé 2 fois de processeur. Sur même pas un an. La société a été créée en juillet l'année dernière, en 2021, donc elle n'a pas encore un an, et on a déjà été confronté à plusieurs reprises à des ruptures d'approvisionnement sur des composants essentiels de nos rampes. Et pour régler ça, on a choisi de revoir notre copie et de créer un modèle qui s'adapte aux circonstances, en fait, qui s'adapte à l'état actuel de ce qu'on est capable de produire au niveau mondial. Ça a pris du temps, mais on a été obligé de le faire parce que de toute façon, on avait des produits qu'on n'avait pas en stock qu'il fallait fabriquer, mais on ne pouvait pas les fabriquer puisque les processeurs, les régulateurs d'alimentation, ça n'était tout simplement pas disponible chez les fournisseurs. Donc c'était le choix entre ne rien faire du tout et attendre, et dire on va être en retard, on ne saura pas livrer assez vite, nos clients vont devoir attendre. Et c'est le cas, il y a certaines commandes, heureusement pas toutes, mais on a des clients qui attendent depuis 6-7 mois la livraison, notamment de nos rampes UIC, qui sont les parents pauvres de notre production, parce que en fait on les a mis en production en dernier, c'est-à-dire au moment où on a commencé à avoir des problèmes. Et donc on a changé notre manière de travailler, il a fallu réapprendre à travailler autrement, à faire de l'ingénierie autrement, à gérer les stocks, les approvisionnements autrement, ça a pris du temps. Mais on aboutit actuellement à un premier résultat. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça marchera? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais néanmoins, on va pouvoir vous livrer d'ici quelques jours, je pense, par rapport à la date de publication de cette vidéo, on devrait être en mesure de livrer notamment nos rampes UIC et ROMI qui sont en attente depuis plusieurs mois. Alors, je vais vous montrer un prototype. En fait, un prototype de mise au point, une pré-série, qui va vous permettre de comprendre ce qu'on a fait. Donc je reprends ce que j'avais tout à l'heure, je vais me remettre en plein écran, pour que vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est une rampe, je vous ai dit, une rampe, voilà, je la mets dans le champ de la caméra, donc elle fait 30 cm, c'est une rampe corail, telle qu'on les fabriquait l'année dernière. Celle-ci a été fabriquée en octobre ou novembre, elle fait partie de notre stock actuel, elle est disponible à la vente. Les corails et les OSM Model World LSM sont en stock actuellement. Tout est disponible, mais sur ces références-là. Voilà, donc vous avez tous les composants qui sont intégrés simplement sur le circuit. Il y a à peu près 80 composants. Donc de ce côté-là, ce sont les circuits actifs, c'est le dessus de la rampe. Et puis de l'autre côté de la rampe, vous avez les LED. Il y a une vingtaine de LED sur cette rampe-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, parce qu'il y a les éclairages qui viennent. Et à l'extrémité, on voit le super condensateur du Power Pack qui permet de conserver une dizaine de secondes de fonctionnement de la rampe, même en cas de coupure d'énergie. C'est pas un condensateur, c'est un super condensateur, c'est très particulier. Il y a dans nos rampes un vrai Power Pack. Bon, ça c'est les rampes telles qu'on les faisait l'année dernière. Et voici les rampes telles que vous allez les recevoir lorsqu'on aura généralisé. Alors il y a des fils qui pendent, je vais essayer de vous présenter ça proprement, voilà. Et vous allez voir tout de suite la différence. Voilà nos nouvelles rampes. C'est la même rampe. Fonctionnellement, c'est une rampe corail, vous voyez qu'elle a la même dimension, la même forme. Si on regarde, alors de l'autre côté, il y a les LED d'implantés, voilà. Là, elle a été griffonnée pour identifier les LED et savoir à quoi elle sert, mais c'est une rampe corail, donc on a la super capacité qui est au même endroit. Mais de l'autre côté, c'est là que tout se joue. Vous voyez, à gauche, ces 4 blocs là. C'est ce qu'on appelle des modules, donc chacun porte le petit M de Ultimate Models. Eh bien, ces 4 blocs-là comportent chacun les 4 composants essentiels de nos rampes qui posent problème
pour beaucoup en approvisionnement. Alors sous mes doigts ici, je vais vous montrer voilà, par ordre, en partant de droite à gauche. Vous avez ici le composant processeur. On retrouve le petit carré que je vous ai montré tout à l'heure. On a ensuite ici le deuxième étage d'alimentation, premier étage d'alimentation et module DCC qui gère l'interface avec la voix. Il y a 2 étages d'alimentation sur nos rampes puisque on doit gérer encore une fois ce système de power pack et on a donc deux mécanismes complémentaires. L'un qui charge la batterie à partir de la tension de la voix et qui fournit un courant stable de charge. Et puis le deuxième qui, à partir de ce supercondensateur, de cette batterie de 10 secondes, fournit l'énergie stabilisée à la rampe lorsqu'il n'y a plus de courant, lorsque l'alimentation est coupée au niveau des rails. Voilà. Donc ces modules que vous voyez là et qui font, donc si vous regardez la taille de mon doigt, 1 pouce et 2 cm et demi. Donc voilà, je vais mettre mon pouce à côté. Vous voyez que chaque module fait à peu près 2 cm, sauf le module processeur ici qui est un peu plus grand. Eh bien, ces modules contiennent l'essentiel de l'intelligence ou de la valeur ajoutée qui se trouve sur nos rampes. Alors pourquoi on a fabriqué ces modules? Eh bien simplement pour être capable de ne pas refaire une rampe en repartant de zéro si un composant était indisponible. En fait, on a normalisé sous forme de briques élémentaires nos circuits. On en a fait 4 blocs. Bloc d'interface avec le DCC, bloc d'interface, d'alimentation du power pack, bloc d'alimentation de la logique processeur et bloc du processeur. De telle sorte que si par exemple le processeur, qui là est un AVR64, n'est pas disponible, eh bien on puisse remplacer ce processeur dans notre fabrication par un autre module avec le même brochage, puisqu'en fait on a un petit circuit d'adaptation qui normalise les connexions. Donc on puisse mettre un autre processeur disponible au moment où on devra faire une fabrication, disponible sur le marché. Ce qui nous permet, théoriquement, de faire face à l'essentiel des difficultés. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de dire, bon bah, là, sur le marché, il y a une bobine de 1600 processeurs, on l'achète, on fabrique 1600 modules CPU avec ce processeur, pas un de plus, pas un de moins. Et si jamais, encore une fois, il est plus disponible 15 jours plus tard, eh bien, on prend une autre référence, mais on fait un petit circuit d'adaptation. Alors, la conséquence de ces choix, c'est que dans l'absolu, on devient plus indépendant par rapport au marché des fournisseurs de composants, et ça c'est l'objectif recherché, mais il y en a une autre de conséquence, il y en a même plusieurs. La première, eh bien, c'est que la mise au point de ce modèle a pris du temps, parce que au lieu de concevoir un circuit contenant tout, eh bien, il a fallu en concevoir 5. Il a fallu concevoir les 4 modules, et puis ensuite il a fallu concevoir le nouveau circuit qui reçoit les modules. Et il a fallu faire ce travail-là pour toutes nos rampes. Puisque ça c'est la rampe Corail, mais vous voyez ici, là j'ai une rampe OSEM Model World, ben, il faut faire le même travail. Ici j'ai une rampe OSEM RE JOEF pour les OSEM courtes, ben, pareil, même travail à faire, et ainsi de suite. Et puis les UIC, et puis les ROMI, et puis tout ce qui doit venir ensuite, c'est-à-dire les rampes pour les CIWL, pour les devs acier ordinaire, pour les devs acier inox. Tout ça, ça a dû être réadapté pour s'intégrer dans ce nouveau modèle de fabrication. Mais il y a aussi un impact économique. Parce qu'à partir du moment où on fabrique non plus un circuit, mais 5 circuits, chaque circuit nécessite des frais d'ingénierie, déjà, du temps de conception, mais aussi des frais de fabrication. Parce que ces petits modules qui font 1 ou 2 cm, eh bien, il faut leur mettre un micro PCB pas trop épais, parce qu'on a toujours la contrainte d'épaisseur pour que ça tienne sous le toit d'une voiture, à l'échelle HO. Donc on a besoin de sélectionner des composants extrêmement fins, on a besoin de fabriquer chacun des modules, et ça prend du temps machine, du temps humain, des manipulations, du stock aussi à constituer, et le stock ça coûte cher. Et puis ensuite, on fabrique les rampes en intégrant les modules sur les rampes. Et là, il faut adapter l'outillage des machines pour qu'ils puissent manipuler les modules et pas manipuler des tout petits composants de 1 ou 2 mm, mais des choses qui sont plutôt de l'ordre de 2 à 3 cm. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps. Et puis bien évidemment, ça a été contraint par l'état du marché, parce que les prix de l'électronique ont explosé
durant ces 2 dernières années. Le processeur d'un Arduino, le 328 qu'on évoquait tout à l'heure, coûtait 60 centimes il y a 2 ans. Si aujourd'hui je vais sur Mouser, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai regardé les prix, il est plutôt à 1,60 €, 1,80 €. Il a plus que doublé. Et c'est vrai pour quasiment tous les composants. Pour certains composants, on a un facteur 10 qui s'est appliqué. Les LED valaient quelques centimes. Aujourd'hui, on est à quelques dizaines de centimes. Donc, je parle en quantité de 5000, des grosses quantités. Donc, les prix des matières premières se sont envolés. Et la demande en production sur le territoire européen a aussi explosé, puisque comme la Chine n'était plus capable de fabriquer, puisque les usines sont fermées, parce que le Covid, le gouvernement chinois a décidé de confiner tout le monde pendant encore en ce moment, enfin voilà. Alors on a confiné aussi, mais plus en Chine. Eh bien, tous ceux qui faisaient fabriquer en Chine, fabriquer leur circuit électronique complet, se sont retrouvés avec l'incapacité de faire fabriquer. Alors nous, on fait fabriquer à Lille, notre partenaire InnoDesign, que je remercie, parce que ce sont vraiment des gens qui jouent un rôle essentiel dans notre capacité à lancer le projet Ultimate Models. Eh bien, InnoDesign, c'est une société qui est implantée à Croix, dans la banlieue lilloise, à 5 km du centre-ville. Et tout est fabriqué là. Mais les pièces détachées viennent de là où on les fabrique. Donc les composants, pour une bonne partie, sont fabriqués en Chine. Donc on a toujours ce problème d'approvisionnement en composants. Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas tout réglé. Les clients d'InnoDesign se sont multipliés parce que encore une fois, tous ces gens qui faisaient fabriquer en Chine se sont retrouvés dans des impasses. Donc ils ont cherché des voies de secours, des voies de repli sur le territoire européen et en particulier en France. Et puis c'était une opportunité pour tous les faiseurs de France de développer leur activité. Et bien évidemment, ils en ont profité au sens où ils satisfont la demande du mieux qu'ils peuvent. Donc InnoDesign avait 2 lignes de production il y a 1 an pour l'assemblage de cartes électroniques. Aujourd'hui, ils en ont 6. Voilà, la société a doublé sa capacité d'entrepôt d'usine. Et elle va doubler encore l'année prochaine. Elle va passer de 50 personnes à 130 personnes, ou entre 100 et 130 personnes. C'est extrêmement bien, extrêmement performant. C'est une bonne nouvelle. Mais du coup, c'est plus compliqué de fabriquer parce que ça se fait pas non plus en claquant des doigts, tout ça. Il faut des locaux, il faut des machines pour fabriquer, il faut du personnel qualifié. Et donc, vous êtes dans une situation où finalement la demande est supérieure à l'offre. On a aussi une surenchère du coup sur les prix, puisque si la demande est supérieure à l'offre, eh bien c'est celui qui paye plus cher passe en premier. Et si vous inversez ce paradigme-là, ça veut dire aussi que si vous voulez garder un prix de production qui, malgré les hausses des prix des composants, qui ne sont qu'une fraction, et heureusement, de votre produit, si vous voulez modérer l'impact des hausses de prix, eh bien vous devez accepter de produire moins vite. Parce que finalement, ceux qui veulent produire vite, ils vont payer très cher, et ceux qui acceptent des délais qui s'allongent, eh bien, on va leur maintenir des prix cohérents, voire leur donner des conditions favorables. Et quand on fait des petites quantités, quelque part, on n'a pas le choix, parce que les petites quantités vont passer forcément dans les trous, libérés par ceux qui font des grosses quantités, qui ont des gros moyens, et nous sommes une petite structure artisanale, donc on a le soutien d'InnoDesign, puisque le patron d'InnoDesign est un associé de Ultimate Models, donc c'était voulu et ça nous fait énormément de bien. Mais néanmoins, malgré tout, il doit faire tourner son usine, il doit satisfaire tous ses clients et pas uniquement nous. Et donc on doit aussi passer dans les créneaux qui nous sont alloués. Et on doit accepter aussi que quand on achète nos circuits imprimés, c'est plus possible aujourd'hui de faire fabriquer en 2 ou 3 jours des circuits imprimés à des prix raisonnables en Europe. On est obligé d'attendre 2 semaines, 3 semaines pour être livré, là où avant on était potentiellement livré en moins de 3 jours. Donc tout ça, c'est additionné. Difficulté d'approvisionnement, donc qui augmente les délais, nécessité de revoir la manière dont on travaille, la manière dont on conçoit nos produits, nécessité de gérer du stock, ça coûte cher, nécessité de revoir
notre assemblage, ça coûte cher, nécessité de réduire nos délais, enfin nos exigences en matière de délai, parce que sinon ça coûtait encore plus cher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on devait aujourd'hui produire de la même manière qu'on produisait il y a un an, eh bien on devrait vendre nos produits entre 2 et 3 fois plus cher. Et donc aujourd'hui on n'a pas encore augmenté nos prix, on le fera, c'est inévitable, hein, on est obligé, effectivement, comme tous les fabricants d'électronique de loisirs, que ce soit ESU, Zimo, Hornby, et puis tous les fabricants de matériel ferroviaire miniature sont confrontés à une hausse globale des coûts de production. Les chiffres de l'inflation en France hier ont été publiés, on était à 4,7%, je crois. C'est une réalité de notre économie. Nous sommes dans une phase inflationniste, les prix vont augmenter et Ultimate Model sera contraint d'augmenter ses prix parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse vivre de notre travail, sinon on met la clé sous la porte, tout simplement, comme n'importe quelle autre entreprise. Voilà, donc par ce flash info, je voulais vous donner essentiellement deux grands thèmes. D'abord, vous expliquer ce à quoi on fait face depuis plus de 6 mois maintenant et qui explique pour une grande part les difficultés qu'on a eues à livrer certains de nos clients, mais aussi vous dire que tout ça est en voie de résolution enfin, puisque encore une fois nous sommes aujourd'hui le 29 avril, et depuis 2 jours, eh bien les chaînes de production d'InnoDesign travaillent pour nous pour fabriquer la version non plus prototype que je viens de vous montrer avec des circuits verts, mais la version client finale de nos rampes modulaires, qui inclut les OSM R37 sur lesquels nous étions en rupture depuis plusieurs mois et qu'on n'avait pas pu refabriquer en raison du rupture d'approvisionnement sur certains composants, les UIC pour les mêmes raisons, et les ROMI qui étaient en attente, mais aussi les nouvelles versions du décodeur XL pour grandes échelles qui vont utiliser ces systèmes de modules. Et puis toutes nos futures rampes et nos kits de digitalisation comme celui du X2100, X2200 qui sera une rampe incluant la motorisation, hein, donc une rampe d'éclairage avec pilotage de moteur intégré et bien qui utilisera aussi ces modules. Donc une partie de ces kits sera appuyée sur les mêmes composants et les mêmes principes. Tout ça a pris du temps, tout ça a coûté cher. On espère que le plus dur est derrière nous. Vous savez ce qu'on dit, hein, si on passe la tempête, eh bien on en ressort plus fort. Il est certain que nous sommes dans une tempête. Il est certain que tous ne passeront pas le cap. Est-ce que nous on le passera? Est-ce que Zimo le passera? Est-ce que ESU le passera? Est-ce que personne ne le sait? Ça va être dur, et ça va être dur encore pendant 2 ans, 3 ans. On a besoin pour passer ce cap et pour pouvoir continuer à vous servir du mieux qu'on peut, on a besoin de votre soutien, et votre premier soutien, c'est celui de la patience, de comprendre que on fait ce qu'on peut vraiment dans un univers qui est dans un marché qui est extrêmement compliqué, qu'il n'y a pas un jour où on pense pas et où on travaille pas à essayer de résoudre tous ces problèmes. Mais c'est extrêmement dur et on ne maîtrise pas évidemment tous les éléments, toutes les conséquences. Donc on fait au mieux à la hauteur de nos moyens. Donc ça c'est la première manière de nous soutenir, eh bien c'est de garder confiance dans notre capacité à réussir ce défi. Et puis bien évidemment de nous passer vos commandes, même si on n'est pas capable de livrer tout de suite, eh bien on fera tout ce qu'on peut pour vous livrer au mieux. Et je suis confiant sur le fait que là, à partir du mois de début mai, on va dire au plus tard, au 15 mai, on devrait, à notre niveau, en ce qui concerne Ultimate Models, on devrait avoir entre 90 et 100% de nos références en stock. Et donc on devrait être capable de vous livrer normalement tout ce que vous pourriez vouloir. Et on devrait aussi être capable de maintenir notre capacité d'approvisionnement de ces stocks grâce aux efforts qu'on a menés depuis le mois de septembre-octobre en fait, hein, le moment où on a lancé ce projet de rampe modulaire. Ceci termine ce premier Flash Info Ultimate Model. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou tout au moins qu'elle vous aura appris des choses. On va essayer de maintenir la liaison avec vous
par le biais de YouTube parce qu'on pense que c'est mieux qu'une newsletter papier, que finalement c'est plus utile. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, pouce vers le haut, pouce vers le bas, surtout vers le haut si vous voulez bien, pour soutenir la chaîne et nous aider à promouvoir ce que nous faisons auprès de la communauté des youtubeurs. N'hésitez pas non plus à laisser bien évidemment des questions, des commentaires dans l'espace qui va avec, on y répondra avec le plus grand plaisir. N'hésitez pas à venir visiter notre boutique pour découvrir nos produits et à nous poser des questions, à exprimer vos souhaits en matière de produits. Et puis, je terminerai, parce que je peux pas l'éviter, voilà, c'est rendre aussi à César ce qui appartient à César, par une petite dédicace spéciale à l'intention de Gabriel de la chaîne Bienvenue à Wessenheim, avec lequel on travaille beaucoup ces derniers temps, qui aime ce qu'on fait, qui est impatient de pouvoir installer ses rampes dans ses UIC. Donc voilà, je le tiens au courant régulièrement et il parle assez souvent de nous. Donc voilà, merci à toi Gabriel pour ton soutien. Bravo pour ton travail, bravo pour ta chaîne. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas Bienvenue à Wessenheim, à aller découvrir cette chaîne. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain Flash Info Ultimate Models.